Bon, je vais encore vous reparler de ce jeu. 7 septembre 1994. Nous sommes au Japon. Nintendo commence son projet de jeu vidéo Mario en 3D sur sa prochaine console de salon, encore nommée en interne la Project Reality Ultra 64. Un an plus tard, 24 novembre 1995, la Nintendo 64 et son prochain jeu phare Super Mario 64 sont présentés au public pour la toute première fois au Space World 95, anciennement nommé le Shoshinkai 95. Le jeu est encore une version bêta, mais montre en grande partie ce à quoi ressemblera le vrai Super Mario 64 qui sortira 8 mois plus tard au Japon. Et le 1er septembre 1997, en France, chez nous, le jeu est un immense succès critique et commercial, quasiment 12 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Il devient le jeu le plus vendu de la console Nintendo et surpasse les ventes des jeux PlayStation 1 et Sega Saturn. Considéré comme révolutionnaire dans le monde du jeu vidéo pour sa maîtrise d'un environnement 3D, il posera les bases de ce à quoi ressemblera le futur du jeu vidéo. Il y aura un avant Mario 64 et un après Mario 64. La France a fêté en 2022 son 25e anniversaire et le jeu n'a pourtant pas pris une seule ride. Il continue à vivre sur internet grâce à la passion des fans, la nostalgie, les musiques du jeu, le remake sur Nintendo DS, les portages, que ce soit sur des consoles virtuelles ou même sur la Switch dernièrement, le speedrun, bien sûr, les ROM hacks, les creepypasta ou même l'iceberg, et tous les petits mystères qui continuent aujourd'hui de graviter autour de ce jeu. Et on va justement aborder un de ces sujets-là, la fameuse suite, Super Mario 64 2. Du 3 au 10 janvier 2023, de 9h à 20h, à Paris, à la Galerie Joseph, se tiendra une exposition d'art pour la toute première fois sur l'univers de Genshin Impact. Sur 500 mètres carrés, vous pourrez découvrir des illustrations conceptuelles et des ébauches des développeurs encore jamais dévoilées à ce jour. Il y aura un modèle en 3D de la map de Teyvat de 14 mètres carrés, ce qui permettra à tout le monde de bien étudier, de bien regarder, de chercher les petits clins d'œil, les petits trucs cachés, les petites surprises. Des détails sur la conception de Yunjin et Xiao seront présentés avec les ébauches originales et des anecdotes des développeurs encore jamais révélées au public. Toute l'exposition sera accompagnée des musiques du jeu. Et il y aura encore plein d'autres surprises qui vous attendent. Des reproductions des armes, la possibilité de se prendre en photo avec certains persos du jeu, l'exposition de fanart de la communauté, une zone prévue pour jouer au jeu, et attention, cerise sur le gâteau, l'exposition est gratuite et ouverte à tous. Mais vu le succès du jeu, je vous recommande tout de même de vous préinscrire à partir du 22 décembre. N'hésitez pas à consulter le lien qu'il y a dans la description pour en savoir un petit peu plus et à suivre Genshin Impact France sur leurs réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne vidéo. Mais avant d'aller plus loin, qu'en est-il de Super Mario 128 ? Je pense que ceux qui ont mon âge ont dû voir des images de ce jeu, alors peut-être dans des magazines de jeux vidéo de l'époque ou sur des vidéos YouTube à l'ancienne. C'est le seul souvenir que j'ai. Et je sais que je l'ai vu. Et j'ai jamais cherché à en savoir plus, mais je sais que je l'ai vu. C'est quelque part dans mon esprit. Et tout récemment, en faisant des recherches sur certains mystères de jeux vidéo, je suis retombé sur ce fameux Mario 128. Alors, je savais que c'était une démo test pour la GameCube pour montrer les capacités de la console. J'avais en tête une vidéo dans laquelle on voit plein de petits Mario. Et je ne me suis plus jamais reposé de questions sur cette vidéo. Jusqu'à tout récemment, j'ai eu un flash. Alors s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi, mais oui, j'ai compris de moi-même que 128, c'était le double de 64. Alors oui, ça paraît idiot dit comme ça, mais si c'est le double de 64, je me suis dit que peut-être ce Mario 128, c'était ça, la suite de Mario 64. Et là, c'était l'illumination. De comprendre de moi-même quelque chose d'aussi simple. Et je me permets de faire pause. J'ouvre une parenthèse, je suis actuellement en Farotte du futur, je suis sur le montage de cette vidéo. Pour illustrer ce plan, j'ai dû aller télécharger sur Google la police d'écriture de Super Mario 64, juste pour recréer le 128 dans le style d'écriture de 64. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai remarqué que la police d'écriture portait le nom de Super Mario 256, qui est le double de 128.
qui est 64 x 4. Voilà, non, je le place là. Voilà, vous avez l'info. Tu sais quoi, j'ai ressenti la même sensation, quand j'ai écrit le script, de mon iceberg sur Pokémon, et que j'ai remarqué que dans toutes les langues, le nom des professeurs faisait référence à des plantes ou à des arbres. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage qu'on ait loupé le coche en français, parce qu'on a suivi cette règle qu'à partir de la 2e génération, qu'avec le 2e professeur, et que le professeur Chen ne respectait pas cette règle. Professeur Chen faisait allusion au chêne, l'arbre. C'était sous mes yeux depuis le début, depuis que je suis enfant, depuis que je connais Pokémon. C'est le premier personnage qu'on m'a présenté dans Pokémon. Mais non, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai vu, mais je ne l'avais jamais compris. Pour en revenir à Super Mario 128, j'ai fait des recherches pour en savoir un petit peu plus sur ce mystérieux jeu. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris que c'était officiellement le tout dernier jeu Mario réalisé par son papa, Shigeru Miyamoto. Nous, on garde en tête que son dernier jeu, c'est Super Mario 64, et qu'après ça, il a supervisé le reste de la série. Mais non, non, ses derniers travaux étaient pour Mario 128. Ses derniers travaux, à Shigeru Miyamoto, c'était pour un jeu jamais sorti. C'est durant l'E3 de mai 1996, soit un mois avant la sortie au Japon de Mario 64, que Shigeru Miyamoto annonce qu'il travaille déjà sur la suite du jeu. Apparemment, il n'avait pas pu mettre tout ce qu'il souhaitait dans Mario 64, et donc lui et son équipe ont continué à travailler sur une suite qui leur prendrait 1 an et demi pour réaliser toutes les idées qu'ils avaient. Et là, on peut par exemple penser à l'ajout de Luigi, pour le mode de joueur par exemple, mais aussi pour contrôler à la fois Mario et Luigi avec une seule manette. Alors essayez d'imaginer par exemple des énigmes où la caméra suit Mario, et avec un bouton de la manette, tu te transportes, tu te téléportes sur le point de vue de Luigi, la caméra se rend sur Luigi, peut-être à l'autre bout du château qui doit faire une autre action, et à eux deux, chacun d'un côté, doivent résoudre une même énigme. Selon Miyamoto, Super Mario 64 utilisait que 64% de la console Nintendo 64, et il savait qu'il pouvait pousser le jeu beaucoup plus loin. Il avait le sentiment qu'il pouvait faire beaucoup plus. Comme par exemple, améliorer l'intelligence artificielle des ennemis, et leur donner plus de façons de réagir aux attaques de Mario. Cette suite de Mario 64 aurait pu avoir de meilleurs graphismes, de meilleurs effets spéciaux, et des éclairages plus poussés, comme on a par exemple pu le voir dans Zelda Ocarina of Time, un jeu qui, je rappelle, fonctionne sur le moteur de Mario 64, mais en utilisant apparemment 90% de la puissance de la console. C'est peut-être pour ça aussi que les jeux ne se ressemblent pas tant que ça. Rappelle-toi que Nintendo voulait commercialiser le 64DD. Tu sais, c'est le boîtier qui se mettait sous la Nintendo 64 et qui permettait de lire des cartouches proposant du contenu additionnel à des jeux de 64 déjà existants. Bon, ça a floppé, c'est ce qui explique que le projet n'a jamais été commercialisé. Mais Nintendo voulait programmer la suite de Mario 64 sur ce support. Sans parler de la connexion à Internet qui, là, aurait réellement pu révolutionner tout le jeu vidéo. Imagine si Mario 64 avait été le tout premier jeu vidéo au monde de plateforme, en 3D, et en plus de ça, entièrement jouable, en ligne, avec Internet, avant les années 2000. Alors il est considéré comme une révolution, aujourd'hui encore, mais imagine. C'est au début de l'année 1998 que Miyamoto déclare aux journalistes que Mario 128 est en plein développement et qu'il allait rapidement être terminé, qu'il possédait même un prototype sur son bureau mettant en scène Mario et Luigi. Il plaisantait même en disant que la boîte du jeu à sa sortie pourrait avoir une version alternative de couleur verte pour rendre hommage à Luigi qui venait d'apparaître dans le jeu en 3D. Ce qui fut une idée réutilisée pour les 30 ans de Luigi avec la jaquette exclusive de New Super Mario Bros sur Wii U. Miyamoto a bien précisé qu'avant de sortir Super Mario 128, il devait terminer le développement de Zelda Ocarina of Time, qu'il devait sortir pas moins de 6 mois plus tard, tu vois, et il sortira finalement à la fin de l'année, et ce retard de Zelda a forcément impacté le développement de Mario 128 et son retard à lui. Il a même été stoppé pendant un moment parce que Miyamoto insistait pour que rien n'avance sans qu'il soit là pour contrôler. Mais à cette période, il bossait sur près de 10 jeux en même temps, comme la série des Mario Artists sur 64DD et sur Star Fox 64. Enseveli sous la charge de travail, le développement de Mario 128 continuera d'être repoussé et le jeu ne sortira jamais sur la première console 3D de Nintendo. Eh bien, on ne verra jamais une seule image de ce jeu, de ce projet, de ce prototype, de cette bêta qu'il y avait là, de cette cartouche sur le bureau de Miyamoto. Jamais. Mais on sait
que ça existait. On sait qu'il existe, quelque part, dans le monde, une cartouche qui est la démo de Super Mario 64 2. Peut-être qu'un jour, quelqu'un mettra la main sur ce prototype et que grâce à lui, on verra des images. Ce ne serait pas la première fois que Nintendo est victime de fuites et de leaks. Ou bien Nintendo commercialisera eux-mêmes peut-être un jour cette suite de Mario 64, et ce serait pas la première fois qu'on voit ça. C'est pas déconnant, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Star Fox 2. Star Fox 2 était un jeu qui était prévu sur Super NES, d'accord ? Mais la Nintendo 64 qui allait bientôt pas tarder à arriver, allait un petit peu empiéter sur la sortie de Star Fox 2. Et finalement Star Fox 2, complètement annulé, on avait entendu parler du projet, on avait vu des images, mais il n'est jamais sorti. Et puis en 2017, Nintendo sort la Super NES Mini, je sais pas si tu t'en rappelles, avec intégré à l'intérieur le fameux Star Fox 2 que personne n'avait jamais vu avant et que personne n'avait jamais du tout anticipé la possibilité de le revoir plus de 17 ans après, presque 20 ans après. Donc c'est pas impossible. J'y crois pas, mais c'est pas impossible. Miyamoto n'abandonne pas pour autant le projet de Mario 128, bien au contraire. Les nouvelles idées fusent pour ce nouvel opus de Mario 3D et le projet changera de plateforme. Il basculera du 64DD à la Nintendo GameCube. Quand Miyamoto a reparlé de Mario 128, on lui a demandé si l'idée du multijoueur à 2 était toujours envisagée, et il a affirmé qu'il travaillait maintenant sur un multijoueur à 4, avec un écran scindé, un peu comme avec Mario Kart. Imaginez la suite de Mario 64, mais à 4. Sur la même console, avec Mario, Luigi, Peach et Toad, un petit peu comme dans Mario 3D World. Miyamoto explique que Yoshi aussi serait de la partie et aurait un rôle plus important que dans Mario 64, à commencer par les œufs de Yoshi, qui, je rappelle, ont été découverts dans le code de Mario 64, ce qui veut dire que l'idée était déjà là à la base. Vers la fin de 1999, Miyamoto s'est exprimé officiellement sur sa frustration qu'il ressentait envers les personnes qui critiquaient Mario sous prétexte que c'était un jeu pour les enfants. Et c'est à partir de là que Mario a arrêté d'utiliser le signe de victoire avec sa main quand il attrape une étoile. Miyamoto a affirmé que Mario 128 nous offrirait des graphismes de jeu plus matures, moins colorés et moins enfantins que Mario 64, avec un Mario plus adulte. Miyamoto en est même venu à accepter une interview dans le magazine de charme Playboy, pour enfoncer le clou, pour justement dire Mario, c'est pas seulement pour les enfants. C'est un petit peu osé, oui, mais il l'a fait. C'est l'histoire que je vous raconte là. Et c'est sûrement le jeu qui a accompagné le lancement de la Nintendo GameCube, Luigi's Mansion, qui a apporté cette ambiance plus mature et plus sombre à un jeu Nintendo. Durant le Space World de l'année 2000, Miyamoto dévoilera ces fameuses images qu'on connaît de la démo de Mario 128 où on voit 128 petits Mario qui courent dans tous les sens sur une grande map circulaire avec écrit Nintendo GameCube dessus. Chaque Mario sortait d'un bloc et pouvait les jeter, les Mario pouvaient se pousser entre eux, s'éjecter de la map qui elle-même pouvait être modifiée, pouvait modifier sa structure, et montrer la réaction des Mario quand on secoue le plateau, en jouant un petit peu avec la gravité. À la fin de la présentation, c'est assez délirant pour le coup, hein. La map se transforme en pizza, elle s'étire grossièrement pour faire tomber tous les Mario, et elle rentre dans une GameCube comme si c'était un disque de jeu. Et finalement, tout ce qu'on a vu là, tous les petits Mario là qui courent partout, qui portent des objets, tout ça, c'était juste les bases de développement de Pikmin. Sur GameCube, pas de réel Mario 128. Apparemment, Nintendo bossait sur 3 jeux Mario à la fois. Le fameux Mario 128, dont on n'a toujours pas vu une seule vraie image. Un projet qui s'appelait 100 Mario, et qui lui reprenait par contre les idées de la démo avec les petits Mario. Et enfin, un 3e projet Mario qui lui sortira officiellement en 2002, Super Mario Sunshine. Et malgré la sortie de ce jeu, Miyamoto continuait de rassurer les fans, et il disait clairement « Oui, une suite de Mario 64 est prévue, oui, Super Mario 128 sortira bien sur GameCube. » Point. En 2003, Miyamoto annonce qu'avec Mario 128, lui et son équipe de développeurs se sont lancés un challenge en créant des éléments de gameplay encore jamais vus dans aucun jeu vidéo existant, et qu'il y allait avoir un avant et un après Mario 128, que la plupart des développeurs copieront le jeu et ses idées. Et il insiste sur le fait qu'ils sont extrêmement prudents quand ils parlent du jeu, par peur qu'on leur vole leurs idées, ce qui justifie sûrement le fait qu'aucune image encore du jeu n'ait été dévoilée. Il dira par contre que si aucune image du jeu n'était montrée en 2004,
ça sera un échec pour lui. Et vous connaissez l'histoire. Aucune image ne sera dévoilée. Et durant l'E3 de 2004, Miyamoto déclare que Super Mario 128 pourrait ne pas sortir sur la Nintendo GameCube, mais sur la prochaine génération, la Wii, que le jeu tirerait pleinement parti du gain de puissance de la console, que Mario serait accompagné d'un tout nouveau personnage, que le gameplay serait révolutionnaire, et que la plupart des jeux Wii posséderont un gameplay similaire. On est 8 ans après la sortie de Super Mario 64 et l'annonce du développement de sa suite, et on est aussi 8 ans après le dernier jeu développé par Shigeru Miyamoto. Miyamoto annoncera plus tard qu'il prend une pause dans le développement de Mario 128, et au cours des années qui suivent, son équipe a continué à expérimenter des nouveaux prototypes, mais Miyamoto avait apparemment perdu son enthousiasme envers le projet et préférera se concentrer sur la production et la supervision de jeux Wii comme Super Paper Mario, Zelda Twilight Princess et Wii Sport. Pendant ce temps, l'équipe de développement de Mario Sunshine a repris le contrôle du projet sans Mario, avec les petits Mario là, et pendant 3 mois, on travaillait le projet de base, mais le tout sur une boule sphérique et non plus sur une simple map plate. Miyamoto leur a donné carte blanche, et c'est ce qui a permis de développer les idées de gameplay de Super Mario Galaxy, avec la gravité et Mario qui se déplace librement sur des planètes. Le pire était à prévoir, hein. Et l'annonce tombe le 8 mars 2007, soit 11 ans après la première annonce. Hein. Super Mario 128 est mort. Le projet est abandonné. Mais alors, même si la démo avec les petits Mario a donné à la fois Pikmin et Mario Galaxy, où sont passées les idées de suite de Mario 64, les nouveaux niveaux, les nouvelles étoiles, le multijoueur, la présence de Luigi? Eh bien, on peut supposer que tout ça a servi au remake de Super Mario 64 sur la Nintendo DS. Par contre, dans les fichiers du jeu Pikmin, écoute-moi bien, alors qu'il n'a aucun rapport avec le jeu, on peut trouver un modèle 3D de Mario. Peut-être que Olimar devait réellement être à la base Mario, ou peut-être que les Pikmin devaient être des mini Mario. Et peut-être que le gameplay de Pikmin aurait dû être une partie du jeu Mario 128, voire le jeu en entier. À l'heure actuelle, le seul clin d'œil existant à Super Mario 128 dans tous les jeux Nintendo, il se trouve dans Super Smash Bros Melee, dans le mode événement. La mission numéro 22 se nomme Super Mario 128, et il faut y vaincre 128 petits Mario, de toutes les couleurs. C'est tout. C'est la seule mention qui est faite, quelque part, de la part de Nintendo à ce projet. Le côté mature de Mario aura effectivement fait disparaître le signe de victoire dans Mario Sunshine, Mario Galaxy 1 et 2, mais il reviendra dans Mario Odyssey. Et maintenant, vous ouvrez l'œil, hein. Sur le prochain Mario 3D, vous vérifiez s'il le fait ou pas. Et finalement, le jeu se rapprochant le plus de ce qu'aurait pu être Mario 128, c'est sûrement Mario Galaxy. Mario accompagné d'un nouveau compagnon, un jeu avec un gameplay innovant jamais vu auparavant, le motion gaming de la Wii, qui révolutionne les contrôles de Mario. Mais est-ce que c'était vraiment ça, le projet initial sur lequel travaillait Miyamoto, un mois avant la sortie de Mario 64 en 1996 ? Non ? Enfin, pardon, à titre personnel, je pense pas. Mais c'est vachement difficile de tout mettre à plat dans cette histoire. Surtout qu'il serait facile de penser qu'avant les années 2000, on ne s'intéressait pas réellement au motion gaming. Et pourtant, au cours du développement de Mario 64 et de la Nintendo 64, une montre bracelet à capteur de mouvement est presque devenue la manette officielle de la console. Nintendo a dit que ça fonctionnait parfaitement bien et ils l'ont même breveté. Mais après l'avoir fait tester à des enfants qui ont eu du mal à jouer avec et contrôler le personnage, Nintendo a abandonné cette idée. Finalement, Mario 128, c'est quoi ? Est-ce que c'est simplement la suite de Mario 64, jamais dévoilée ? Ou bien c'est juste cette simple démo GameCube, avec 128 Mario et rien d'autre ? Ou alors est-ce que c'est un jeu Pikmin, avec des petits Mario ? Ou un jeu Mario dans un manoir à l'ambiance sombre et mature ? Ou alors Mario Galaxy ? Ou même un mélange de tout ça ? Ou alors quelque chose de complètement différent ? Eh bien normalement, on ne connaîtra jamais la réponse. Alors je sais que ça va être frustrant à écouter et surtout à accepter, mais ça restera un secret de Nintendo. Juste une bêta de jeu qui traînait sur le bureau de Miyamoto.
Mais maintenant qu'on est au courant de cette histoire, imagine juste le nombre de jeux vidéo, de bêtas de jeux, de concepts et d'idées qu'avait Nintendo, et qui n'ont jamais dévoilé, et qui n'ont même jamais abordé oralement en public. Juste imagine. Des tonnes de bêtas sûrement innovantes pour Zelda, Mario Kart, Mario, Luigi, Donkey Kong, Kirby, F-Zero, Smash Bros, Fire Emblem, Yoshi, Metroid, Pokémon, Wario, Animal Crossing et plein d'autres, et même de nouvelles licences sur des personnages secondaires de Nintendo qu'on n'aurait même pas imaginé. À la fois ça me fait rêver, et à la fois ça me frustre terriblement. Je vous ai aujourd'hui présenté un mystère du jeu vidéo, que j'ai peut-être oublié d'ajouter dans mon iceberg de Super Mario 64, certes, mais j'espère quand même que ça vous a plu. J'aimerais beaucoup à l'avenir faire des courtes vidéos dans ce genre-là, en plus des icebergs évidemment, de 10-15 minutes, j'aime bien travailler sur ce genre de format. En plus de ça, ça m'a amené à créer des images en 3D spécifiquement pour cette vidéo, chose que je n'avais jamais fait en 10 ans de création de vidéos sur YouTube. Donc je dois avouer que ça aussi, ça m'a énormément plu de découvrir cette nouvelle facette de la création de vidéos. Donc vos avis sont les bienvenus en commentaire de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt sur YouTube. Ciao!